Bonjour, même si elle n'a duré que quelques jours, la crise franco-ivoirienne nous a permis d'assister à une démonstration modèle réduit de propagande de guerre sur les écrans français et ivoiriens. À chacun son noir, vous avez bien lu. C'est ce qui est écrit sur les murs de la DST à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À chacun son noir, ces mots ont été écrits par les soldats français de la force Licorne pour bien montrer leur racisme à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. Ces propos haineux justifient certainement le massacre des jeunes patriotes. Massacre commis par les soldats français. Force d'occupation, non contente de bloquer l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, y a détruit d'importants documents administratifs et du matériel informatique. Alors quand le sang commence à couler, ce qui a été le cas, le sang des militaires français et le sang des manifestants ivoiriens, l'information doit-elle se mettre pour autant en uniforme? Avec nos trois invités, Michel Galli, vous êtes spécialiste de la Côte d'Ivoire et vous êtes chercheur au Centre d'études sur les conflits. Pierre Servan, alors vous êtes ancien journaliste, expert de défense, colonel de réserve et à ce titre d'ailleurs vous avez séjourné 2 mois l'été dernier avec la force Licorne en Côte d'Ivoire. Enfin, Alain Foka, vous êtes journaliste à Radio France Internationale et responsable d'une émission quotidienne qui s'appelle Médias d'Afrique et qui répercute la parole des médias africains, la parole africaine sur l'actualité. Mais nous allons commencer cette émission avec vous, Maya Neskovic, par revenir sur le bug de la semaine. Allô ? Allô? Oui, allô, je vous entends mal. C'était la panique. C'était mercredi chez Bouygues Télécom, une panne informatique donc et des milliers d'usagers privés de téléphone. Alors à 20h sur France 2, eh bien, on revenait sur cette journée de galère pour de nombreux clients de l'opérateur. Quelle importance? Perrine Dutreil, avec vous, nous allons maintenant revenir sur les images de la crise franco-ivoirienne, images de la télévision française et images de la télévision ivoirienne. Mais auparavant, avec l'aide essentiellement là d'images françaises, un petit retour sur les racines historiques, économiques et politiques de cette crise. Alors on va remonter jusqu'à la mort du président Houphouët-Boigny en 93, après 33 ans de règne sans partage sur la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, père de l'indépendance et du miracle économique, a accueilli de nombreux immigrés des pays du Nord, Burkina, Mali, Ghana, venus travailler à l'exploitation du cacao et du café en l'échange de la citoyenneté ivoirienne. À la mort d'Houphouët-Boigny, le pays connaît un grave bouleversement économique. Alors sur ce sujet, on a eu du mal à trouver des images, sujet qui a donc manifestement peu intéressé les chaînes à l'époque. Cette crise économique exacerbe alors le rejet de la population immigrée et la création par les dirigeants du concept d'ivoirité, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens de souche, vient encore attiser cette xénophobie. Quant à l'actuel président Laurent Gbagbo, il y a une polémique sur sa légitimité. A-t-il été régulièrement élu ? Alors, il a été élu en octobre 2000, élection organisée dans la plus grande confusion. La majeure partie des candidats avaient été exclus du scrutin pour non-ivoirité, justement. Et c'est avec un taux de participation très faible, 37%, que Laurent Gbagbo, proche du PS français, est élu avec 59% des voix. Le suffrage exprimé, voilà. Voilà. Alors, Jacques Chirac lui apporte officiellement son soutien, mais l'image de ces effusions est trompeuse puisque Gbagbo, dès son arrivée au pouvoir, entreprend d'ouvrir le marché national à la concurrence, ce qui menace les intérêts français qui représentent tout de même 30% du PIB ivoirien. Alors en septembre 2002, une rébellion armée attaque le pouvoir. Au terme de violents affrontements, les rebelles qui se baptiseront Force Nouvelle prennent le contrôle du nord du pays jusqu'à Bouaké. Le pays est coupé en deux. La ligne médiane est surveillée par les Français de la force Licorne, 4000 soldats venus s'interposer entre les rebelles au nord et donc l'armée ivoirienne au sud. 6000 soldats de l'ONU seront également plus tard envoyés sur place. En janvier 2003, les chefs des rebelles et le gouvernement Gbagbo se retrouvent à la même table sous la pression française et internationale pour signer les accords de Marcoussis, accords censés faire entrer les rebelles au gouvernement, désarmer ces mêmes forces rebelles et maintenir le cessez-le-feu. Mais ces accords ne seront jamais véritablement appliqués. Début novembre de cette année, l'armée ivoirienne viole le cessez-le-feu en bombardant les positions rebelles vers Bouaké. Lors d'une de ces opérations, le 6 novembre, un Sukhoi de l'armée ivoirienne que l'on voit ici filmé par une télévision rebelle bombarde une position française, tuant 9 soldats français et un ressortissant américain. La France riposte immédiatement en anéantissant l'aviation ivoirienne, image diffusée en longueur par la télévision de Côte d'Ivoire. Et c'est donc cet événement qui a entraîné les manifestations de ces derniers jours. Alors justement, Perrine, à propos de ces manifestations et de leur répression, images très différentes, on rentre dans le vif du sujet, données par les télévisions françaises et ivoiriennes. Voilà, notamment au sujet de cette manifestation qui a eu lieu le 9
9 novembre dernier, un face-à-face très tendu entre manifestants et militaires français au pied de l'hôtel Ivoire à Abidjan, hôtel où les ressortissants français s'étaient réfugiés. Alors les images des JT français dont on a parlé la semaine dernière ici, provenant soit de l'armée, soit de vidéos amateurs, montraient, alors donc vous voyez sur ces images une foule hostile et agitée, et en face de cette foule, des soldats français encerclés et réfugiés derrière des barbelés. On voit un soldat qui fait mine de dégoupiller une grenade, sans doute pour faire fuir les manifestants. On entend ensuite des tirs, sans voir ce qui se passe ni voir d'où viennent les tirs. Voilà, et dans la cohue, les images montrent les victimes mortes ou blessées parmi les manifestants. L'armée française, quant à elle, à travers la voix de Michel Alliot-Marie, nie alors catégoriquement sa responsabilité dans ces morts. Le démenti français est formel. C'est absolument faux, mais vous savez qu'Abidjan est un lieu où il y a beaucoup de rumeurs d'ailleurs utilisées pour essayer de monter la foule contre la communauté étrangère. Mais alors sur le terrain, quelques jours plus tard, devant les seules caméras de iTélévision et de Canal+, le colonel Ossavi, qui est porte-parole sur place de l'opération Licorne, est beaucoup moins catégorique et évoque alors la légitime défense. Il est prouvé qu'il y avait des gens armés dans la foule, il y a des tirs qui partent un peu partout, les tirs de sommation sont faits, après ça il y a des bousculades, et après ça on tourne sur, je dirais, une ambiance un peu d'émeute, où il est très très difficile de savoir exactement qui a fait quoi. Donc quand les gens fassent un tir de sommation, continuent d'agresser, et qu'on arrive dans une posture de légitime défense, après ça c'est un petit peu différent. Mais on ne veut pas polémiquer là-dessus. Alors cette semaine, iTélévision, encore elle, récupère auprès d'un caméraman amateur de nouvelles images sur cette journée, choisit de les diffuser mardi dernier, et là le commentaire de la journaliste met clairement l'armée française en accusation. Les soldats français protègent des ressortissants étrangers réfugiés dans l'hôtel. En face d'eux, des milliers de jeunes patriotes, la tension monte, les militaires français, vous le voyez, ouvrent le feu, ils ne tirent pas qu'en l'air, de la légitime défense, des styles. Ils expliquent que certains civils armés avaient été retirés les premiers. Alors nous, on a bien regardé ces images, on les a passées et repassées. Il est assez difficile de déterminer si ces soldats tirent en l'air, à terre ou bien sur la foule. Alors la rédaction de France 2 était également en possession de ces images, a choisi de ne pas les diffuser. Alors on a interrogé Agnès Varamian, rédactrice en chef au service international. Elle nous dit qu'elle a jugé ces images peu probantes, et elle nous dit également, je cite, qu'iTélévision n'avait pas la même responsabilité que France 2 puisque iTélévision n'est pas reprise sur TV5 en Afrique, contrairement à France 2. Voilà, dit-elle. Alors, simplement, avant de poser la question de savoir s'il faut diffuser ce type d'image dans une crise comme celle de la Côte d'Ivoire, une séance de lecture d'images, bon, nous, on les a regardées à plusieurs reprises, on est incapable de dire si, comme le disait Perrine, les Français tirent en l'air, à hauteur d'homme ou à terre. Est-ce que vous avez une lecture différente ? Oui, alors bon, honnêtement, elles sont effectivement difficiles à lire. Sur la dernière séquence, mon sentiment, si vous regardez bien la position, c'est que les tirs sont plutôt vers le haut, ne serait-ce que parce qu'il y a un manifestant qui est très proche, et que s'il y avait une volonté de tuer, le manifestant envoyé au premier plan aurait été tué instantanément. En l'occurrence, sur ce manifestant-là, il y a plutôt un tir vers le bas, hein, puisqu'on voit la balle se ficher en terre. Ah oui, mais ça fait partie des tirs de sommation pour qu'il se recule. Michel Galli, sur ces images ? Le problème, c'est sur ce qu'on ne voit pas. L'hôtel Ivoire, si je ne me trompe pas, c'était le mercredi. Et c'est depuis la nuit de dimanche à lundi, le lundi et le mardi, que la force Licorne a pris l'aéroport civil au Fouet-de-Boigny et a bloqué des dizaines de milliers de manifestants sur les deux grands ponts d'Abidjan qui sont sur la lagune. Et c'est là qu'il y a eu le plus de morts et de blessés, puisque le chiffre du CICR, excusez-moi, c'est de 1000 à 1200 blessés. Et le chiffre des morts, ça varie, selon les sources, entre 30 et 63, y compris sans doute des morts noyés qui auraient sauté par-dessus les ponts dans la lagune et qui n'ont pas encore été comptabilisés. Cela dit, cette image que pour l'instant, seule iTélévision, petite chaîne du câble, a passé en France, mais que toutes les chaînes françaises avaient à leur disposition, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, est-ce qu'il fallait la passer, Pierre Servan ? Alors, on peut tout à fait la passer avec les commentaires qui vont bien. C'est-à-dire le fait d'expliquer que, notamment, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Cela dit, la télévision ivoirienne, Perrine, a donné d'autres éléments que n'ont pas diffusé non plus les médias français. Voilà, alors la télévision ivoirienne développe une autre thèse, celle selon laquelle il y aurait eu ce jour-là, au 6e étage de l'hôtel Ivoire, un soldat français, un sniper, qui aurait tiré sur la foule. Après le passage des troupes françaises, tout respire le meurtre et la désolation. Nous sommes ici au 6e étage de la tour de l'hôtel Ivoire. Chambre 661. Le spectacle est ahurissant.
C'est d'ici que sont parties certainement les balles meurtrières qui ont explosé la tête d'une fillette et fait d'autres victimes mardi après-midi. L'auteur de ces crimes, le français Antoine-Paul Bernard Roland, né le 20 avril 1985 à Rouen, chef-lieu du département de la Seine-Maritime et de Haute-Normandie. Antoine n'a pas été choisi au hasard, c'est un tireur d'élite qui mérite bien son certificat d'aptitude au tir. Alors, cette thèse est étayée par une autre image diffusée sur la télévision ivoirienne et qui circule aussi sur Internet. Image plutôt troublante où l'on aperçoit un homme manifestement blanc à la fenêtre, au 6e étage de cet hôtel. On le voit tenir quelque chose qui peut ressembler au canon d'un fusil. Et quand on regarde attentivement l'image, on voit quelque chose qui peut ressembler à une détonation. Une détonation en l'air, hein, pour être parfaitement précis. Et la télévision ivoirienne a même diffusé une carte d'identité militaire de ce soldat. Voilà, on va la voir. Donc, Perrine, vous avez demandé à l'état-major français si ce document était authentique. Voilà, et le porte-parole m'a bien confirmé que ce document était authentique, m'a confirmé également la présence de ce militaire de la force Licorne dans cette chambre de l'hôtel Ivoire. Mais ce même porte-parole est formel. Cet Antoine n'est absolument pas un tireur d'élite et vraisemblablement il était en poste d'observation uniquement. Il n'est cependant pas exclu qu'il ait pu tirer, mais certainement pas sur la foule. On parle alors, comme vous le disiez, de tir d'intimidation. Juste une précision quand même, c'est pas une détonation, ça, visiblement c'est un impact de balle sur la façade, ce qui a l'air de... Parce que la détonation, si elle était partie du fusil, vous verriez la flamme à partir du fusil. Là, visiblement, c'est un impact de balle qui vient de l'extérieur. Ok, je fais confiance au colonel de réserve. Non, moi, mais... je suis incapable de vous contredire sur ce point. Parce que la fumée partirait du canon s'il y avait eu tir. Je voudrais revenir simplement sur ce que nous disait tout à l'heure la journaliste de France 2 par la voix de Perrine, qui nous disait, bon, nous, France 2, on est diffusé par TV5, donc on est vu par les Africains, donc on a un devoir de responsabilité particulier par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on montre. Alors, vous, Radio France Internationale, vous êtes aussi diffusé en Afrique et entendu par de nombreux Ivoiriens. Oui. Est-ce que ça vous amène à être particulièrement prudent, à ne pas dire certaines choses? Je ne peux parler que du magazine que je fais. Personne ne m'a encore donné un ordre ou des instructions pour que je cache ce que j'ai écouté. Et sur la responsabilité des tirs, sur le fait de savoir si les Français ont tiré ou pas, qu'est-ce que vous avez dit? On a donné les deux versions, on n'a pas fait de choix entre les versions. On a donné la version des autorités françaises et la version des autorités ivoiriennes, sans jamais se dire on a une responsabilité, il faudrait peut-être qu'on occulte quelque chose. Et c'est ce qui a le plus choqué les journalistes africains, c'est qu'on a fait un choix à un moment donné sur les médias qu'ils regardent de France, c'est-à-dire France 2, via TV5, a fait le choix de dire des choses en ne donnant jamais vraiment la parole aux concernés sur place. Vous faites allusion à France 2 essentiellement, oui. Au fait qu'on n'est jamais allé demander à ces Ivoiriens qui étaient sur place qu'est-ce qui s'est véritablement passé. On s'est contenté de donner des images que l'on avait reçues des personnes qui étaient envoyées par les autorités, on va appeler ça comme ça, les autorités françaises, mais à aucun moment on est allé chercher ces images-là que l'on ne voit que sur e-télévision et qui sont passées par un canal qui n'est pas le canal habituel. Or, on a proposé des images. Les Ivoiriens ont proposé pas mal d'images. Ensuite, on pouvait regarder la RTI sur Internet. Sur le site Internet, puisque effectivement l'image du sniper là qu'on vient de voir, la télévision ivoirienne l'a mis sur son site Internet pour effectivement qu'elle ait, j'imagine, le plus grand impact mondial. Oui, Michel Galli. Oui, moi c'est un peu la théorie de la belle époque de l'ORTF, de la Voix de la France quand même. On peut se poser la question s'il y a eu censure ou tout simplement, comme vous l'avez proposé dans votre chronique Libération, autocensure des faits. Moi je pense qu'on pourrait le mettre en perspective avec une série d'environ 40 interventions françaises en Afrique francophone depuis 1960, et il y a un rituel médiatique très au point où on voit d'abord le côté émotionnel, les réfugiés français qui arrivent à l'aéroport. On voit en arrière-plan des situations extrêmement confuses où on ne comprend rien, ni la situation politique, ni l'ethnicité, ni quoi que ce soit. Donc ce rituel médiatique qui vise au fond à justifier toute intervention a été un peu perturbé, je dirais. Oui, je trouve le débat un tout petit peu surréaliste parce qu'on oublie une information très importante, c'est que quand l'offensive a repris le 4 novembre, il y a eu des mesures qui ont été prises immédiatement par le pouvoir de Laurent Gbagbo, qui a été de prendre le contrôle de la radio et télévision ivoirienne, de brûler les journaux d'opposition et de brûler également les partis d'opposition. Donc je suis extrêmement surpris. D'un côté, on a une prise du pouvoir médiatique extrêmement claire par élimination de tout ce qui était presse d'opposition et presse différente du pouvoir, contrôle de la radio et de la télévision.
télévision et on voit le type de discours qui est véhiculé. Et là, on fait un peu, entre guillemets, mais ce que nous avons la chance de pouvoir en débattre et en discuter, le procès des médias français qui ont eu à intervenir dans des conditions extrêmement graves. Ce qui ne ressort pas suffisamment non plus, c'est que c'est un cas totalement insurrectionnel, avec une foule dans la rue qui est allée dévaliser, briser, molester des Français. Et pour des forces militaires se trouver, je dirais, dans ce type de maelstrom de population manipulée, encadrée, parce que un autre détail... Insurrectionnel contre qui? Qui est au pouvoir? Ah oui, insurrectionnel, qui est au pouvoir? Une coalition composée du pouvoir de Laurent Gbagbo et des forces du Nord. Insurrectionnel, si les manifestations sortent d'ennemis intérieurs est en insurrection, c'est contre qui? Contre le pouvoir ivoirien ou contre l'armée? Coalition. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi avez-vous été choqué par le mot insurrectionnel? Parce que ça supposerait qu'il y a une insurrection contre un pouvoir qui est celui qui est en accord avec les manifestants. Donc ça peut être une insurrection que contre, c'est ce que vous ne voulez pas dire, en fait, les forces françaises. Non. Et je m'excuse de vous dire ça, vous allez être extrêmement choqués. Ce qui marche dans les esprits ivoiriens, et vous allez peut-être pouvoir m'approuver, c'est le parallèle avec l'Irak. Et Abidjan égale Fallujah. C'était en ce moment-là. C'est pourquoi il y a eu des propos excessifs, force française comme force occupation. Mais il faut bien comprendre comment c'est perçu par les citoyens ivoiriens en ce moment. Et ça, c'est extrêmement grave. On s'est retrouvé dans une situation où la couverture faite sur les médias qu'il regardait a amené même ceux qui n'étaient pas pour Gbagbo à s'aligner derrière lui. Parce qu'on a écouté tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a écouté, par exemple, pendant plusieurs jours, ne parler que des réfugiés. Des réfugiés français, comme si c'était les seules victimes dans cette guerre. Ce qui était le cas des médias français, oui. Voilà. Or, on sait qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont partis de Côte d'Ivoire, dont on n'a jamais parlé. On est l'unique Radio France Internationale à en avoir parlé, des Burkinabés, des Maliens qui sont partis. On s'est appesanti pendant des jours et des jours en disant « Oh, les pauvres Français, ils sont les seuls, ils ont souffert, etc. etc. » Alors que, en réalité, c'est ceux qui ont été le plus protégés. Et vous pensez que cette couverture a contribué à radicaliser la situation sur place? Je ne le pense pas seulement, c'est ce que tous disent, parce qu'il y a des journalistes, même au Tchad, qui se disaient, finalement, on a cru que c'était une guerre entre les Abidjanais et la France. Alors, si, à propos des affrontements de l'Hôtel Ivoire et des manifestations et de leur répression qui ont précédé dans les 2 jours précédents, vous l'avez rappelé, les médias français ont été particulièrement discrets, on l'a vu. En revanche, les médias ivoiriens, eux, ont développé, pendant toute cette période, à propos des morts de Bouaké, une thèse qui, vue de France, peut paraître tout de même assez étonnante. Oui, alors c'est Laurent Gbagbo qui a semblé émettre des doutes dans plusieurs déclarations à la presse internationale sur la réalité de ces morts français lors du bombardement à Bouaké. Dans The Washington Post, par exemple, du 12 novembre, il déclare « Je n'ai vu aucun cadavre, je n'ai rien vu ». Mais interrogé 3 jours plus tard par Libération, il emploie un langage beaucoup plus diplomatique à la question « Avez-vous des doutes sur la réalité des morts français à Bouaké ?» Il répond « Absolument pas, mais la France a immédiatement rapatrié les corps de ces soldats tués. Nous n'avons pas eu le temps de les autopsier, mais je sais que des soldats sont morts parce que les Français me l'ont dit. » Alors on retrouve la même insinuation sur la télévision ivoirienne dans la bouche de Charles Blé Goudé, le leader charismatique des jeunes patriotes partisans de Gbagbo. À partir de demain, balayez vos quartiers, balayez vos quartiers. Tous les petits barrages dans les quartiers, il faut balayer, il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de cet esprit négatif que Chirac a voulu envoyer ici. Très important. Samedi donc, nous avons des amis qui sont blessés. Nous avons des amis qui ont été tués brutalement, arrachés à la vie. Nous allons leur rendre hommage. On ne parle l'hommage de M. Jacques Chirac. Mais nous allons voir nos corps. Nous allons connaître le nom de nos corps. Nous allons voir les familles de nos corps. Ce n'est pas des cercueils bizarres qu'on présente et puis on met les drapeaux dessus. C'est très important. Alors en France également sur LCI, c'est le chargé de communication du FPI, parti de Gbagbo, qui surenchérit face à une journaliste quelque peu décontenancée. Ce que le président de la République de Côte d'Ivoire dit est effectivement vrai, parce que la France ne nous a à ce jour pas présenté aucun cadavre. Comprenez, on n'a pas vu les corps de ces soldats tués. Vous n'avez pas vu les obsèques officielles, l'hommage de la République avant-hier? Madame, est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans ces cercueils? Vous avez vu les corps? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut prouver que ces corps-là existent? Qu'est-ce que vous cherchez en faisant ça? Qu'est-ce que la France cherche en attaquant la Côte d'Ivoire? C'est la question principale. Qu'est-ce que vous cherchez en niant l'évidence? Pour vous, c'est une évidence. Mais pour nous, tant que les faits ne sont pas établis, mais les faits sont établis.
Par qui, madame? Par la France elle-même. On va voir tout de suite des images. Il avait 43 ans, il était marié et père de 3 enfants. Vous pensez que ce cercueil est vide? Vous nous parlez d'un seul corps. Vous parlez de 9. Mais comprenez? Il y en a 2 qui ont été enterrés aujourd'hui près de leur famille. Les autres, madame, s'il vous plaît, il faut que le gouvernement français prenne ses responsabilités. D'accord? S'il y a 9 corps, qu'elle donne la liste de ses victimes et qu'on identifie ces corps effectivement et qu'on prouve par A plus B qu'ils ont été tués par les balles de l'armée ivoirienne. Alors là, il faut simplement rappeler que cette émission dont on vient de passer un extrait se déroule après la cérémonie d'obsèques des Français, cérémonie au cours de laquelle le président français Jacques Chirac a donné la liste des militaires français victimes. Au début de l'émission, je parlais de cas d'école de propagande de guerre. Alors, on a vu le cas de l'Hôtel Ivoire dans laquelle on a une sorte de propagande par omission, puisque les médias français omettent un certain nombre d'éléments. Là, on a cette rumeur extravagante que font courir les médias ivoiriens. Il y a eu un mot d'ordre donné par Gbagbo pour effectivement faire courir ça paraît complètement farfelu, la propagande pure. Enfin, c'est pire que farfelu, excusez-moi, c'est odieux. Mais tout à fait. Et sans donner dans l'explication culturaliste, il faut dire qu'en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, on peut voir les cadavres, ce qui ne se fait jamais ici, effectivement, des visions complaisantes sur les cadavres, mais des époques chaudes comme celle qu'on vient de vivre, c'est le moment des rumeurs les plus folles. Par exemple, je crois qu'on y a fait allusion, les manifestants pensaient, autour de l'Hôtel Ivoire, qu'Alassane Ouattara était caché dans les blindés même français. Hein, voilà, opposant à Gbagbo, était caché dans les blindés. Ça paraît farfelu, mais je vous rappelle. Oui, non, mais d'accord, mais les médias ne l'ont pas dit, si vous voulez. Si, bon il y a eu des allusions là-dessus très. Les médias sur place l'ont dit, mais ici et sur les médias internationaux, on n'a pas relayé cette information qui circulait véritablement. C'est grave ce qu'il dit, c'est grave, c'est très grave de penser qu'il n'y a pas eu des morts, mais ça procède d'une espèce de propagande permanente que l'on entretient dans cette ville. C'est connu, ce n'est un secret pour personne, mais je ne pense pas qu'on doit faire de la surenchère là-dessus. Pierre Servan ? Oui, ce qui est très surprenant quand on vit, quand on passe quelque temps en Afrique et notamment à Abidjan, c'est ce jeu de la rumeur permanente des deux côtés, parce que quand il y avait encore la presse dite d'opposition, Force Nouvelle, il y avait également les rumeurs les plus folles qui couraient. Une rumeur annule l'autre. Il y a dans les rues d'Abidjan, les unes des journaux sont affichées, et vous avez des spécialistes des titres, parce que les titres sont tout à fait extraordinaires, pour un œil occidental, d'une fantaisie terrible, et puis vous avez des personnes qui lisent les titres à la foule pour propager la rumeur. Qui s'appellent les titrologues. Et l'armée française, est-ce que marginalement quand même, il ne peut pas lui arriver de participer aussi à ce jeu de rumeurs? Je pense par exemple à l'affaire des viols de Françaises par des Ivoiriens. Alors, effervescence médiatique à la fin de la semaine dernière. Une source militaire anonyme française aurait parlé de dizaines de viols. Finalement, on arrive à 3 plaintes, ce qui est beaucoup, mais ce n'est pas des dizaines. Est-ce que l'armée française ne se retrouve pas parfois prise dans ce jeu de rumeurs aussi? Écoutez, c'est possible d'être pris dans Vous y avez vécu pendant 2 mois. Oui, alors moi j'ai pas eu ce sentiment, mais c'est vrai que je suis partie prenante de ce point de vue-là, parce que c'est pas le mode de fonctionnement de l'armée, c'est pas le mode de fonctionnement occidental. On est plutôt extrêmement surpris en permanence par ce jeu de rumeurs. Sur les viols, qui en est 10 annoncés, 3 plaintes. Toutes les personnes qui connaissent ce type de questions extrêmement délicates savent que c'est pas toujours facile pour une femme. Vous avez le problème du sida, il y a le problème du conjoint, du mari, etc. Comment gérer ça en rentrant? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plutôt de la part de l'armée française une extrême retenue par rapport à ces sujets. Parce que, en l'occurrence, non, puisqu'une source anonyme militaire parle de plusieurs dizaines. Je parlais pour montrer que, il faut voir aussi, si vous voulez, le temps de la crise n'est pas le temps médiatique. Je veux dire par là que vous avez mis aussi en porte-à-faux à un moment le ministre de la Défense, je n'avais pas entendu la question à laquelle elle répondait, mais il faut bien voir comment ça se passe sur le terrain, entre le rythme de la crise et puis le rythme médiatique à Paris, où, ce qui est tout à fait légitime, des questions sont posées. C'est là où vous pouvez avoir des décrochages entre tout d'un coup une réaction qui correspond à un temps zéro, l'information n'est pas remontée, surtout qu'encore une fois, les militaires vérifient l'information. Ils essayent de vérifier, ils ne lâchent pas. Excusez-moi de vous interrompre, oui. Ce qui est grave quand même, c'est que dans les premières heures, ce qu'on a mis en avant, c'était des viols, et on a dit des dizaines de viols, et ça venait des sources, ça venait des sources de l'armée. C'est venu dans un deuxième temps, des sources. Non, puisque... Mais peu importe, le premier temps, au deuxième temps... On a parlé des dizaines de viols, et je suis africain, et je sais ce que cela représente dans l'esprit de la plupart des gens, et je vis en Europe, et je sais ce que cela représente. Ça rendait la chose extrêmement grave, tant pour les Africains que pour les Européens. Parce qu'on a cru
entendre à un certain moment que c'était un fait courant, ce qui est grave de penser ça. Et je pense que ça venait encore compléter l'idée que l'on avait des médias français qui avaient pris leur position, qui ne parlaient que des viols, qui ne parlaient que des viols des Françaises, même pas des Européens, des Françaises qui se trouvaient sur place. Et je voudrais dire une chose pour terminer là-dessus, qu'il faudrait à un moment donné que les journalistes comprennent que bien qu'il faille donner l'information en temps réel, il doit y avoir aussi la même rigueur que lorsque ça se passe sur d'autres terrains de conflit. Quand c'est l'Afrique, j'ai l'impression que quelquefois, ça va un peu trop vite. Ça va un peu trop vite. C'est assez général. Hein. Parce que dans le cas actuel, personne ne se met à un moment ou à un autre, moi je ne suis pas en train de prendre le parti d'un camp ou de l'autre, ne se met à la place de ceux qui se trouvent à Abidjan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte s'il y avait des chars sur le pont de l'Alma, à la Tour Eiffel et autres, quelle que soit la gravité de la chose, même si vous vous rendez compte qu'il y a des Français qui sont menacés, il y a des gens qui se disent quand même, après tout, on est indépendant. Ces chars, monsieur, ils n'ont pas été parachutés. Ils sont là à la demande du gouvernement légal, dans le cadre d'un mandat international de l'ONU. Vous ne pouvez pas laisser supposer qu'il y a une espèce de force coloniale qui se balade, qui descend dans Abidjan de temps en temps, qui se rentre au Nord. C'est une présentation qui est impossible à faire. Vous n'allez pas expliquer ça à quelqu'un qui est à Cocody ou bien quelqu'un qui est à Treichville. Vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas, je veux dire, c'est très bien de comprendre le point de vue de la rue qui manifeste. Absolument. Mais il y a une réalité qui est notamment que ce gouvernement en place, il est encore en place grâce aux forces françaises de licorne qui ont bloqué les forces rebelles. Je suis parfaitement d'accord là-dessus, mais je dis... Et il y a un mandat international de la communauté. Pourquoi celui qui est parti de Treichville est choqué par ce qui se passe? Non, il n'est pas choqué, il est entièrement manipulé et c'est entièrement orchestré. Il n'est pas du tout choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? La mobilisation des pseudo-patriotes s'est faite dans un délai extrêmement court après la frappe sur Yamoussoukro, qui prouve, compte tenu des délais pour amener ce que les militaires appellent la logistique, les camions, la nourriture, que c'était préparé avant. C'est-à-dire que la planification de la frappe sur Boaké, il était prévu derrière que les patriotes descendaient dans la rue. Je dis pas non. Ne racontez pas des histoires. Je suis parfaitement d'accord là-dessus. Mais je dis, c'est une manipulation d'un bout à l'autre. Il y a une manipulation, mais je dis à nous de comprendre que ce n'est pas parce que il y a eu cette manipulation que les autres, toute la grande masse, est derrière... Pour terminer là-dessus, Michel Gallet. La thèse du complot, c'est vraiment le degré zéro de l'analyse, excusez-moi. Alors la thèse du complot de Gbagbo... Oui, du complot où tout est prévu à l'avance, où il y a un chef d'orchestre qui manipule 300 patriotes, quand il y a 30 ou 40 000 personnes dans la rue, je pense... Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire, cher monsieur. Non, j'y vais régulièrement, ça fait 15 ans que je travaille sur ce pays, et sur la violence en particulier. Donc je pense qu'il faut prendre du recul sur cette violence. Cette violence, elle a été somme toute très limitée. 9 morts, 30 blessés côté français, des viols, c'est extrêmement déplorable. Hein, et aucun civil français tué, contrairement à d'autres crises. Donc il y a, vous m'excusez l'expression, mais il y a une sorte de réservoir de violence. Il pourrait y avoir des violences beaucoup plus graves. Je voudrais qu'on termine avec la guerre des propagandes et l'analyse de la télé ivoirienne. Dernier thème que nous avons repéré à la télé ivoirienne, Perrine, la dénonciation de la propagande de Radio France Internationale. Mais vous pourrez répondre après. Voilà, donc votre station est mise en accusation par la télévision ivoirienne. Donc on l'a dit, RFI, radio très écoutée sur le continent africain, est donc accusé de dire à longueur d'antenne combien Laurent Gbagbo est un chef d'État totalement isolé en Afrique. On pourrait demander aux journalistes de Radio France Internationale par rapport à qui le chef de l'État ivoirien est isolé quand on sait qu'il est massivement soutenu dans son combat par des Ivoiriens de tous les partis politiques, de toutes les religions et toutes les ethnies qui aiment leur pays. Toutes ces informations, les journalistes de Radio France Internationale les ont. Malgré tout, RFI désinforme et désoriente à souhait l'opinion publique africaine et mondiale parce que le plus important pour cette radio et le Quai d'Orsay, c'est la légitimité que la France et Chirac donnent à un chef d'État africain francophone. Celle donnée par le peuple souverain n'a aucune sorte d'importance et c'est vraiment dommage. Voilà, bon, Gbagbo isolé ou pas isolé, nous alors on découvre cette guerre de propagande entre la télé ivoirienne et Radio France Internationale, mais c'est quelque chose de fréquent depuis les quelques mois que dure la rébellion. Je veux déjà préciser que je ne suis pas là au titre... Je n'ai pas été mandaté par Radio France Internationale, je suis là plus pour faire le relais des médias africains. Mais ce que je sais, c'est que depuis plusieurs années, avant Gbagbo, il y a eu d'autres qui ont toujours estimé, quand un média ne les arrange pas,
qu'on prenait parti pour tel ou tel. Bon, avec Gbagbo, ça s'est un peu plus accentué parce que il fait partie d'un mouvement politique qui a toujours vu le complot venant d'Occident. Je n'ai pas l'impression dans cette maison, qu'il y a eu à un moment donné une réunion, une conférence de rédaction ou un ordre du Quai d'Orsay, comme j'entends régulièrement les Ivoiriens le dire, nous disant vous devez prendre parti pour tel ou pour tel. On s'est toujours arrangé dans cette maison, en tout cas pour ce que j'en sais, on s'est toujours arrangé dans cette maison de donner des faits. Maintenant, quand on dit Gbagbo est isolé parce que c'est l'Union africaine même qui a donné l'ordre de voter une sanction. Apparemment, c'est ce qu'on a cru comprendre. Oui. Qui a dit nous sommes d'accord pour qu'il y ait une sanction, pour qu'il y ait un embargo sur les armes. Donc cela n'a rien de surprenant que l'on dise qu'il est isolé. Et je n'ai pas vu un chef d'État qui se soit levé en Afrique pour dire je suis avec Gbagbo ou cette sanction elle est mauvaise. Et est-ce que ce n'est pas une situation choquante que les Ivoiriens ne sachent pas cela, puisqu'apparemment ils ne savent pas cela. S'ils se contentent de regarder et d'écouter les médias ivoiriens, ils ne savent pas que l'Union... Oui, sur l'isolement de Gbagbo, il nie l'évidence, parce que l'unité africaine, l'organisation de l'Union africaine, effectivement, a eu très peur que ce conflit s'étende. Il faudrait le replacer dans une guerre nomade ouest-africaine qui est là depuis 13 ans. Hein, ça explique les décisions qu'ils ont prises. Mais l'opinion des Africains sur les médias français, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Chacun sait qu'il y a des campagnes de presse écrite, voire de certaines personnes dans diverses radios, contre ce régime. Je pense qu'on ne peut pas le nier en sens inverse. Moi, je pense que je ne partage pas ce point de vue sur la radio, en tout cas pour celle sur laquelle je travaille. Radio France Internationale a souvent été diabolisée en Côte d'Ivoire pour différentes raisons. Il y a eu d'autres qui ont dit que c'est nous qui avions installé, par exemple, Gbagbo au pouvoir. C'est ce qui a été dit. Même à l'époque d'Oufoué, il y a eu des accusations, mais cela vient simplement du fait que pendant des années et des années, on avait une radio nationale publique qui était unique et qui était la voix de son maître. D'après ce que vous savez, RFI est très écoutée en Côte d'Ivoire. Elle a une véritable influence? Oui, extrêmement. Tout le monde à son petit poste écoute RFI quand il peut. Hein. Vous avez rappelé que ce soit RFI, Africa numéro 1 ou la BBC, les émetteurs en FM sont détruits. On peut toujours les écouter sur ondes courtes, comme à chaque accélération de l'histoire, on va dire. Ce qui est une manière de réinstaurer une sorte de pluralisme après ce que rappelait Pierre Servan, qui est le saccage des médias d'opposition. Beaucoup plus écouté quand il y avait journal unique, télé unique et radio unique. Certainement. Judith Bernard. Oui, vous parliez d'arrêt sur mots, on a parlé de la guerre des mots. Enfin, j'ai l'impression que la terminologie compte et en l'occurrence, je me demande s'il n'y a pas un petit non-dit ou un refoulé du côté du discours médiatique français. On n'emploie pas beaucoup, nous, de notre côté, le terme de post-colonialisme, néocolonialisme ou conflit de décolonisation, par exemple. Alors que c'est un discours que Gbagbo, lui, emploie beaucoup. Alors on aimerait bien, nous, l'opinion française, avoir du côté des médias français un peu d'informations pour se faire un point sur la question, savoir si les 15 ou 30 000 Français qui faisaient des affaires là-bas, est-ce que c'est des amoureux de l'Afrique ou des néocolons? C'est quoi la situation précisément est-ce qu'il y a un monopole commercial, une domination économique, une exploitation de la main-d'œuvre locale qui ferait qu'on pourrait parler effectivement d'une situation coloniale, non pas seulement alors simplement, pourquoi les médias français ne font pas ce point-là et laissent ce discours-là? Pour rester à l'arrêt sur mots, le mot néocolonialisme est un mot qui vous fait sursauter, qui vous paraît totalement inadapté. Tout à fait. Je crois vraiment que ça correspond à des archaïsmes de pensée qui sont très très confortables, parce que c'est des grilles de lecture qui marchent bien, et puis qui surtout suscitent des antagonismes. Je crois que ça ne ressemble pas du tout à la situation. Laurent Gbagbo vous a répondu. C'est-à-dire qu'après avoir chassé les Français, aujourd'hui, il les appelle à revenir. Et s'il y avait une situation coloniale ou néocoloniale, il ne demanderait pas aux Français de revenir. Moi, je pense que c'est la situation qui est archaïque, pas les mots. On revient tout droit vers le 19e siècle. Il y a 17 500 militaires en Sierra Leone pour 4 millions d'habitants. Il y en a 5 ou 6 000 au Libéria, il y en a environ 12 000 en Côte d'Ivoire, en attendant beaucoup plus. Et on n'a pas d'issue politique, c'est ça qui est grave. Il y a le retour des grandes compagnies comme Bouygues, Bolloré, les Américains pour le cacao, hein, il n'y a pas que les Français. Et donc, pour certains, c'est pas le départ, c'est le retour des Blancs et c'est une marche en avant vers la recolonisation. Et c'est ça le problème de fond, vu en tout cas de la part de beaucoup d'Africains. Enfin, je note que recolonisation, c'est pas la même chose que néocolonialisme. Il y a une nuance supplémentaire qu'on pourrait explorer avec il y a une dynamique. Il y a une idée de dynamique. Très bien, merci à tous trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38 environ. Au revoir à tous.